tout ce qui concerne le cheminement dans les graphes, donc les notions de chaîne, de chemin, de cycle, de circuit. Nous avons vu la notion de connexité, de forte connexité. Et aussi, on avait vu quelques parcours particuliers. Donc, on a vu le parcours eulérien. Donc, on avait dit que c'était un parcours qui passe par toutes les arêtes ou bien tous les arcs une et une seule fois. Et donc, il passe une fois et il ne repasse pas par la même arête ou le même arc deux fois, une deuxième fois. Mais il doit aussi passer par toutes les arêtes, tous les arcs. Donc, un autre aspect ou un autre, si vous voulez, un autre type de parcours, c'est les parcours hamiltoniens. Donc, c'est ce que nous allons voir à partir de maintenant. Bon, c'est deux petits paragraphes et on doit passer aujourd'hui à un nouveau chapitre. Donc, dans les parcours hamiltoniens, ben, contrairement au parcours eulérien où on a une condition nécessaire et suffisante, donc on avait vu qu'il est très facile de vérifier si un graphe vérifie ou accepte un parcours eulérien. On avait dit qu'il suffisait de voir si tous les degrés sont pairs, tous les sommets sont de degrés pairs, sauf éventuellement 2. On avait dit que allez, on peut revoir ça. Donc, un graphe non orienté G admet une chaîne eulérienne si seulement si il est connexe à des points isolés près et le nombre de sommets de degrés impairs est soit 0, soit 2. Le nombre de sommets de degrés impairs est 0 ou 2. C'est-à-dire que tous les sommets sont de degrés pairs, sauf éventuellement 2. Donc, c'est une condition qui est relativement facile à vérifier, ou je dirais même très facile à vérifier. Bon, la même chose, dans le cas d'un graphe orienté, on pouvait voir si tous les degrés plus et les degrés moins sont égaux, sauf éventuellement pour 2 sommets. Et pour l'un, on a le sommet plus, le degré plus qui doit être supérieur au degré moins de 1 unité, et dans l'autre sommet, c'est l'inverse. Donc, toutes ces propositions nous donnent des conditions nécessaires et suffisantes pour qu'un graphe admette ou pas une chaîne ou un cycle ou un chemin ou un circuit eulérien. Donc, pour le parcours hamiltonien, c'est un problème plutôt difficile. Donc, le parcours hamiltonien, c'est quoi? D'abord, c'est que un parcours hamiltonien passe une fois et une seule fois par chaque sommet. Cette fois-ci, c'est les sommets, ce n'est pas les arcs ou les arêtes du graphe. Le parcours peut être une chaîne, un chemin, un cycle ou un circuit. Donc, soit j'ai un graphe d'ordre n, une chaîne, respectivement un chemin, élémentaire de longueur n-1 est appelée chaîne hamiltonienne. Quand on dit une chaîne élémentaire, ça veut dire qu'elle ne passe pas 2 fois par le même sommet. D'accord? Donc, si elle est de longueur n-1, forcément, c'est une chaîne hamiltonienne. De la même manière aussi pour ce qui concerne le chemin. Un cycle est élémentaire, il est appelé cycle hamiltonien, si bien sûr il est élémentaire et il est aussi de longueur n. Mais ça, c'est en quelque sorte la définition. Donc un graphe est dit hamiltonien si seulement si il admet un cycle ou un circuit hamiltonien. Il existe une condition nécessaire et suffisante pour déterminer si un graphe est eulérien, mais en revanche, pour prouver qu'un graphe est hamiltonien, on ne dispose d'aucune condition nécessaire et suffisante. Du point de vue algorithmique, aussi, on ne dispose pas d'un algorithme efficace. C'est-à-dire, on a un algorithme très efficace pour vérifier qu'un graphe est eulérien, mais il n'y a pas d'algorithme efficace pour vérifier qu'un graphe est hamiltonien. Le théorème ci-dessous est utilisé pour démontrer qu'un graphe n'est pas hamiltonien, ne contient pas de cycle hamiltonien, donc c'est une condition nécessaire qu'on va voir. Donc ce théorème, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si un graphe, si G est un graphe hamiltonien, alors pour tout ensemble de sommets, ou pour tout sous-ensemble de sommets, si vous voulez, S inclus dans X, on a P de Gx moins S est inférieur au cardinal de S. En fait, c'est quoi P?
c'est le nombre de composantes connexes du sous-graphe de G induit par l'ensemble X moins S. C'est le nombre de composantes connexes. C'est-à-dire que si j'enlève un certain ensemble S, l'ensemble de sommets S au graphe G, le nombre de composantes fortement connexes doit être toujours inférieur au cardinal de S. Ça, si le graphe il est hamiltonien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'inverse, la réciproque, me donne, si vous voulez, la condition pour le graphe non hamiltonien. C'est-à-dire que si j'arrive à trouver un sous-ensemble S que je vais supprimer, un sous-ensemble de sommets que je vais supprimer, et que l'ensemble ou le nombre de composantes fortement connexes est supérieur au cardinal de S, alors je vais dire que le graphe n'est pas hamiltonien. Mais toujours est-il que trouver un sous-ensemble de sommets, ça veut dire qu'il faut essayer aussi plusieurs combinaisons. C'est-à-dire qu'il faut essayer toutes les... pardon, il y a quelqu'un qui veut introduire. En retard. D'accord? Donc, pour le trouver ce sous-ensemble, ça veut dire qu'il va falloir aussi essayer toutes les combinaisons des sous-ensembles de sommets. Le théorème suivant nous donne une condition suffisante. Donc, un graphe simple d'ordre n, tel que le degré minimum est d'au moins n sur 2 est hamiltonien. C'est-à-dire que si vous avez tous les sommets qui sont de degré supérieur ou égal à n sur 2, n c'est le nombre de sommets bien sûr, alors le graphe que nous avons, il est hamiltonien. Un graphe simple avec n sommets, tel que le degré minimum est d'au moins, c'est-à-dire que le degré minimum est supérieur ou égal à n sur 2, alors ce graphe, il est hamiltonien. D'accord? Tant qu'il reste des sommets, bon, il y a une définition ici, tant qu'il reste des sommets U et V non adjacents, tels que le degré de U plus degré de V, pardon, est inférieur ou égal à n, on ajoute l'arête UV au graphe. Quand on ne peut plus ajouter, on a obtenu ce qu'on appelle la fermeture du graphe. Donc ça, c'est juste pour définition de la fermeture du graphe. On applique alors le théorème. Un graphe est hamiltonien si seulement si sa fermeture est hamiltonienne. D'accord? Bon, par exemple, ce graphe-là, si on cherche sa fermeture, donc qu'est-ce que ça veut dire la fermeture? On regarde. Si on a deux sommets U et V non adjacents, tel que le degré de U plus le degré de V est inférieur à n, ou égal, inférieur ou égal à n, on ajoute alors l'arête UV. Donc ici, par exemple, vous avez U, x1, x2, pardon, et x4, leur degré est égal à 2, la somme des degrés, elle est inférieure à 5, et n, donc on peut rajouter une arête entre U et V. La même chose, on peut rajouter une arête aussi entre x2, x4 et x2, x5. Ici aussi, parce que ça plus ça donne 5. Ici, comme on a inférieur ou égal, donc ça veut dire qu'on peut rajouter une arête ici, on peut rajouter une arête là. En fait, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un graphe qui est complet. Un graphe complet, il admet un cycle hamiltonien, ça c'est clair. D'accord? Donc un graphe complet, il admet un cycle hamiltonien. Et donc si la fermeture d'un graphe admet, là on a une condition nécessaire et suffisante, si la fermeture d'un graphe admet
un cycle hamiltonien, alors le graphe d'origine admet aussi un cycle hamiltonien. D'accord? Malgré tous les résultats concernant l'existence des parcours hamiltoniens dans de nombreux cas, on ne dispose pas d'outils mathématiques efficaces permettant de voir si un graphe donné est hamiltonien ou ne l'est pas. Ainsi, aucun des théorèmes précédents nous fournit des critères qui permettent de déterminer automatiquement que le graphe de la figure suivante est hamiltonien. C'est-à-dire que si on regarde ce graphe-là, toutes les propositions ou tous les théorèmes qu'on vient de voir ne permettent pas de dire s'il est hamiltonien ou pas. D'accord? Donc voilà ce que j'ai à dire concernant la notion de parcours hamiltonien. Même si ce parcours il est très important, bon, l'étude si vous voulez, de cette problématique, elle est vaste. C'est beaucoup de théories, beaucoup de résultats concernant cette théorie. On ne peut pas tout voir. Les propositions et théorèmes qui concernent cette partie en particulier, tout ce qui concerne les parcours hamiltoniens, est très 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 riche. Donc nous, on s'est contenté de quelques théorèmes et quelques propositions juste pour que vous ayez une idée de ce qu'il y a, mais en fait, il y a une vaste et riche étude qui a été consacrée à cette problématique de parcours hamiltonien, et en particulier les parcours de coût minimum, c'est-à-dire qu'on verra plus tard dans les cheminements de coût optimum, de coût minimal, que aussi on peut être amené à faire une recherche d'un parcours hamiltonien de coût minimum. C'est-à-dire, je ne veux pas n'importe quel parcours hamiltonien. D'abord, faut-il qu'il existe, mais s'il existe, s'il en existe plusieurs, donc je veux celui qui a le coût minimum. Et là aussi, c'est un problème assez difficile et dont l'étude a été très très large. Est-ce qu'il y a des questions donc sur ce chapitre? Sinon, on passe au chapitre suivant. Il n'y a pas de questions? Monsieur, Oui. donc si on n'a pas d'outil genre qui peut prouver totalement que c'est un graphe hamiltonien, donc quel est l'intérêt de savoir si c'est un graphe hamiltonien ou pas? Genre, je vois pas l'intérêt genre d'un... Quand je dis, attendez, quand je dis qu'il n'y a pas d'outil efficace, vous m'entendez? Oui, monsieur. Donc il y a le problème qu'on appelle le problème du voyageur de commerce. Et c'est le problème justement dont je viens de parler. C'est la recherche d'un parcours hamiltonien de coût minimal. Ça veut dire que quand je dis, en fait, vous avez un voyageur de commerce, c'est plusieurs villes, ben, il doit passer par chacune des villes une seule fois et revenir à sa ville de départ. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu la problématique. Donc, Oui, il doit monsieur, vous nous avez visiter, expliqué ça. c'est ça, il doit visiter N villes et il doit passer par ces villes une seule fois. Il ne doit pas repasser par la même ville une deuxième fois et revenir à sa ville de départ. Donc, ce problème, il est connu, c'est le problème du voyageur de commerce.
Mais pour sa résolution, au rythme de complexité polynomiale ou de complexité, l'idéal linéaire ou logarithmique. Mais les algorithmes exacts, hein, qui nous donnent des solutions exactes, sont des algorithmes qu'on appelle NP complet, ou c'est, vous voulez, c'est des algorithmes plutôt exponentiels. C'est-à-dire que dès que la taille du problème augmente, c'est-à-dire si le nombre de villes, je ne sais pas, si c'est 10, on peut résoudre le problème. Si on passe de 10 à 20, on a doublé la taille, mais le temps de calcul, il ne va pas être doublé, il va augmenter en exponentiel. Donc du coup, ça veut dire qu'on peut passer, par exemple, d'une minute à une année de calcul. Bon, j'exagère un petit peu, mais pour vous donner l'ordre de grandeur, quoi. C'est-à-dire quand on passe de 10 à 20, on a doublé seulement le nombre de villes, d'accord? On a multiplié par 2, mais le temps de calcul, lui, il ne va pas être doublé dans la mesure où on doit chercher des combinaisons. Enfin, l'algorithme le plus connu, l'algorithme exact, hein, qui est connu pour cette problématique, c'est l'algorithme qu'on appelle l'algorithme branch and bound, ou en français on l'appelle algorithme de séparation et d'évaluation progressive. Mais il est beaucoup plus connu sous le nom branch and bound. Donc c'est un algorithme un peu comme les algorithmes d'intelligence artificielle. Il se base sur le parcours arborescent. Donc bon, je ne peux pas vous donner tous les détails, ce n'est pas l'objet de ce cours. D'accord? Merci, monsieur. Je vous en prie. Oui. Je ne peux pas considérer que la régulation pour affirmer ces risques. Et comme on dit, je vous entends bien. Je vous entends très mal. Vous êtes toujours là. L'étudiant là qui a des problèmes de micro. Ah oui, c'est moi, monsieur. Je vais régler le problème. Je vais vous écrire la question. J'entends absolument rien. Si vous pouvez m'écrire par message votre question. Donc j'attends votre question. En attendant, je peux aller ouvrir le chapitre 3. Est-ce que vous m'écrivez votre question ou ce que vous me disiez par message? Ou si quelqu'un a compris ce qu'il me disait, qu'il me répète, parce que moi, je ne l'entendais pas. Vous êtes là? Alors, les méthodes qu'on vient de voir maintenant pour dire quel graphe est hamiltonien ou pas. Oui, en fait, oui, on a vu, mais je vous ai dit, attention, on n'a pas quelque chose qui nous donne une condition nécessaire et suffisante. C'est-à-dire que nous n'avons pas quelque chose qui, comme pour le cas eulérien, quand vous avez la condition nécessaire, ça veut dire que vous n'avez pas la condition suffisante. Si elle est nécessaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle est vraie, vous ne pouvez rien dire. Si elle est fausse, vous pouvez dire que le graphe n'est pas hamiltonien. Donc ça veut dire qu'il n'admet pas un cycle ou un parcours hamiltonien. Si elle est suffisante, si vous avez une condition qui est suffisante, ça veut dire que si elle est vraie, donc le graphe admet un parcours hamiltonien, mais si elle est fausse, vous ne pouvez rien dire. Donc quand vous avez une condition qui est nécessaire mais pas suffisante, ou qui est suffisante mais pas nécessaire, ça veut dire que à chaque moment, vous avez un vide, vous avez quelque chose qui vous manque. Donc, vous pouvez montrer un côté, enfin, si elle est, par exemple, la condition qui est suffisante, si elle est vérifiée, vous pouvez dire que le graphe, par exemple, je vais reprendre donc
Je ne sais pas si je peux. Je peux ouvrir le dossier. Non, je ne peux pas. Je vais revenir carrément à chapitre 2. Donc ici, par exemple, c'est une condition qui est suffisante. Si tous les degrés sont supérieurs ou égaux à n sur 2, on nous dit que le graphe il est hamiltonien. Ça veut dire qu'il admet un parcours hamiltonien. Mais si il y a un seul sommet qui n'a pas son degré supérieur ou égal à n sur 2, on ne peut plus rien dire. On ne peut pas. C'est une condition qui est suffisante. C'est clair? Dans le premier cas, on a une condition qui est nécessaire. C'est-à-dire que pour qu'un graphe soit hamiltonien, il faut que ceci soit vrai. Si ceci n'est pas vrai, on ne peut rien dire. Non, plutôt, si ceci n'est pas vrai, le graphe n'est pas hamiltonien. Mais si c'est vrai, on ne peut rien dire. Parce qu'en fait, la condition, elle est dans l'autre sens. S'il est hamiltonien, alors cette condition, elle est vraie. Donc c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Bon, ici, on a une condition nécessaire et suffisante, mais ça reste quand même quelque chose de particulier. C'est-à-dire que si sa fermeture, si et seulement si sa fermeture est hamiltonienne. Un graphe est hamiltonien si seulement si sa fermeture est hamiltonienne. Oui. En fait, ça, c'est une condition nécessaire et suffisante, mais qui nous renvoie vers la vérification aussi de l'hamiltonien. Ici, ça a été facile parce que celui-là est un K5, c'est-à-dire c'est un graphe complet. Mais si ce n'est pas un graphe complet, bah, je n'ai plus, je n'ai que repris le problème à nouveau. Vous comprenez? C'est-à-dire que si sa fermeture si sa fermeture, je ne sais pas si elle est hamiltonienne, je ne peux pas savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas un graphe complet, par exemple. Donc, si c'est un graphe comme ça ordinaire, ben, je ne peux pas a priori savoir si la fermeture aussi est hamiltonienne ou pas. Donc, je ne peux pas revenir encore au graphe d'origine. Donc, même si on a une condition nécessaire et suffisante, mais on est en train de boucler en quelque sorte. Vous avez compris? C'est-à-dire, ici, on veut vérifier que quelque chose est hamiltonien en vérifiant autre chose s'il est hamiltonien. Donc le problème, on n'a fait que le reprendre plus loin. D'accord? Clair? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on va entamer le troisième chapitre. Donc dans ce troisième chapitre, 35 déjà. Alors, on va s'intéresser au problème de chemin de coût optimal. De coût optimal, ça veut dire quoi? Ça veut dire de coût en général minimal, mais il peut arriver qu'on cherche des chemins de coût maximal. Ça dépend. C'est-à-dire que tout dépend de l'objectif de notre problème. Hein. Quand je cherche une distance, en général, je cherche la distance, la plus courte distance. Donc en général, on cherche de coût minimal. Mais si mon graphe représente quelque chose qui me rapporte je sais pas, des bénéfices, je ne sais pas comment, peut-être que c'est un problème qui me donne, je sais pas, ce que je gagne en faisant un certain parcours. Donc, je chercherai à faire le parcours, le gain maximum. Donc, mais de manière générale, on parle de chemin de coût optimal. Donc, optimal, ça veut dire soit minimal, soit maximal. Donc, on va voir des algorithmes qui nous permettent de calculer des chemins de coût minimal ou de coût maximal dans un graphe et les conditions d'application de chacun de ces algorithmes.
Donc l'algorithme de Bellman, si vous voulez, c'est l'un des premiers. Il est facile à comprendre, à appliquer, mais il ne s'applique pas à tous les cas de figure, à tous les algorithmes. L'algorithme de Dijkstra, il est très connu. On le rencontre beaucoup dans les algorithmes de routage. C'est celui-là qui est utilisé beaucoup dans les algorithmes de routage. Donc, il s'applique aussi à beaucoup d'algorithmes, enfin, beaucoup de graphes, mais pas à tous les graphes. L'algorithme de Bellman-Ford, on verra aussi. Celui-là, il s'applique à un peu plus de cas. Donc, on verra ces trois algorithmes pour voir un peu comment calculer le chemin de poids minimum ou de coût minimum dans un graphe. Donc, le problème de chemin optimal dans un graphe, en particulier la recherche de chemin de coût minimum, compte parmi les problèmes les plus anciens de la théorie des graphes et les plus importants par leurs applications. Donc, ça, les applications, c'est les coûts de transport, le temps de parcours, le problème de trafic, etc. Donc, le problème de chemin de coût minimum peut être posé de la façon suivante. Étant donné un graphe, on associe à chaque arc un nombre réel, donc qu'on appelle un poids. D'accord ? Donc, le poids de l'arc. Donc, ce poids-là, il peut représenter, si vous voulez, soit la distance, soit le coût, soit le temps. Donc, il peut représenter différentes quantités, si vous voulez. Hein. Donc, le problème de chemin de coût minimum entre deux sommets x et y du graphe consiste à déterminer parmi tous les chemins allant de x à y celui noté mu étoile dont le coût total est égal à la somme des coûts des arcs qu'on aura parcourus et qui soit minimal. D'accord ? Donc, le premier algorithme qu'on va voir, c'est l'algorithme de Bellman. Donc, il existe un grand nombre d'algorithmes permettant de déterminer le plus court chemin d'un sommet particulier x0 à tous les autres sommets d'un graphe. L'algorithme de Bellman s'applique aux graphes qui sont sans circuit. Ça, voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il s'applique à certains algorithmes, à certains graphes, mais pas à tous. Donc, pour pouvoir appliquer l'algorithme de Bellman, la première condition, il faut que le graphe soit sans circuit et ayant les poids associés aux arcs positifs. C'est-à-dire que les poids qui sont associés aux arcs, ils doivent être positifs en plus. Donc, vous avez deux conditions. Première condition, sans circuit. Deuxième condition, les poids doivent être positifs. Donc, les graphes sans circuit se caractérisent par le fait qu'ils possèdent au moins un sommet source et au moins un sommet puits. On peut le démontrer, ce qu'on vient de dire ici, mais on ne va pas le faire aujourd'hui, avec tout le temps qu'on nous a enlevé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un sommet source ? C'est un sommet dont le degré moins est égal à 0. Ça veut dire qu'il n'a pas de sommet prédécesseur. Et un sommet puits, c'est le sommet dont le degré plus est égal à 0. Ça veut dire qu'il n'a pas de successeur. Donc ici, vous avez par exemple x1, c'est un sommet source, et x8, c'est un sommet puits. D'accord ? Il n'y a pas que x8, mais vous avez... Ah oui, x6 aussi, c'est un sommet source, parce qu'il n'a pas de prédécesseur. Donc x1, x6 sont des sommets sources, x8, c'est un sommet puits. Donc, l'ensemble des sommets d'un graphe sans circuit admet une partition au niveau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Donc, on va voir ça dans la définition. Soit j'ai un graphe orienté sans circuit, le niveau d'un sommet x appartenant à grand X, noté n de x, est égal à la longueur du chemin le plus long se terminant en AX. Ça veut dire que le plus long du chemin, comme le graphe il est sans circuit, donc ça veut dire que le chemin il va être élémentaire, c'est clair. Donc c'est la longueur du chemin le plus long. En termes de longueur, ça veut dire le nombre d'arcs. Hein. Donc la longueur du chemin en nombre d'arcs, le plus long se terminant à x. Le niveau d'un sommet source, par convention, est égal à 0. Donc on va faire la chose suivante.
Donc, si on veut partitionner en niveau, les sommets sources sont de niveau 0. Donc, tout à l'heure, on avait le sommet x1 et le sommet x6, donc vont être dans le niveau 0, puisqu'ils sont sommets sources. Si on supprime les sommets sources, les nouveaux sommets sources sont de niveau 1. Si on supprime encore les sommets de niveau 1, les nouveaux sommets sources sont de niveau 2, et ainsi de suite. On peut effectuer l'opération jusqu'à ce que les niveaux de tous les sommets soient déterminés. Bon, il y a un seul S ici. L'ensemble NI égale l'ensemble des X tel que XI est égal à I pour tout I supérieur ou égal à 0. Ça, c'est, si vous voulez, c'est le partitionnement au niveau. Donc, on va mettre NI, c'est quoi? C'est tous les sommets de niveau I. Donc, on peut, par exemple, ici, je ne sais pas si... Oui, je n'ai pas fait le déroulement. Si on prend ce graphe, donc, on a dit que les sommets sources sont les sommets de niveau 0. Donc, N1, X1, pardon, X6 sont dans N0. D'accord? Si j'enlève X1 et X6, vous remarquez que X3 va être le nouveau sommet source. Donc, il va être de niveau 1. Et ça va être le seul. Si j'enlève le sommet X3, X2 va être le prochain sommet source. Il va être le seul. Si j'enlève X2, donc on a enlevé X1, X2, X3, X6, à partir de là, c'est X4 et X5 qui vont être des sources. Donc, il va être de niveau 3. Si j'enlève X4 et X5, X7 va devenir le sommet source. Et enfin, si j'enlève X7, X8 va être le dernier sommet, et c'est le sommet source, et en même temps qui est le sommet puits. Donc, il va être de niveau 5. Donc, voilà un peu comment on a pu partitionner ce graphe en niveaux. Mais attention, bien sûr, c'est une condition nécessaire et suffisante. Un graphe orienté, bien sûr, peut être partitionné en niveaux si seulement si il est sans circuit. En d'autres termes, un graphe sans circuit peut être partitionné en niveaux. Si un graphe peut être partitionné en niveaux, alors il est sans circuit. Qu'est-ce que ça veut dire l'ordre topologique? En fait, on va numéroter tout simplement les signes, les sommets. On va les numéroter en respectant leur niveau. Donc ici, par exemple, vous avez les sommets qui sont numérotés 1, 2, 3, 4, comme ça. Mais en fait, on est obligé de changer la numérotation si on respecte le niveau. C'est-à-dire que les numéros des sommets qu'on va associer au sommet sont tels que si X et Y sont les extrémités d'un arc, alors T de X forcément est inférieur à T de Y. Donc pour obtenir l'ordre topologique d'un graphe, donc on va numéroter les sommets par niveau en commençant par les niveaux inférieurs et on remonte. C'est-à-dire on va commencer par N0, ensuite N1, etc. Donc l'ordre topologique va être utilisé pour l'algorithme de Bellman pour déterminer le chemin de coût minimum dans le graphe. Donc si on reprend le graphe de tout à l'heure, donc la numérotation dans l'ordre topologique, c'est ce qui est en rouge ici. Donc le X1, on va le numéroter 0, X6 c'est 1, X3 c'est 2, X2 c'est 3, ensuite 4, 5, 6 et 7. Bon, bien sûr, les sommets qui appartiennent au même niveau, par exemple X1 et X6, on peut les numéroter dans n'importe quel ordre. C'est-à-dire, je peux numéroter celui-là 1 et celui-là 0, ou l'inverse. X4 et X5, ils appartiennent à un même niveau. J'aurais pu numéroter celui-là 5 et celui-là 4, pour l'ordre topologique. Hein. D'accord? Ça veut dire que j'ai respecté
cet ordre, donc j'ai numéroté celui-là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Vous me suivez là? Donc très bien. Donc l'algorithme de Bellman, donc étant donné un graphe orienté, pondéré, ça veut dire, quand on dit pondéré, ça veut dire qu'on a associé des poids aux arcs et qui est sans circuit, et soit x0, un sommet donné, pardon, une seconde. Pardon, hein, donc je disais, donc l'algorithme de Bellman, donc on part d'un graphe sans circuit et on considère un sommet x0 qu'on va appeler un sommet de départ. L'algorithme de départ détermine le chemin de poids minimum vers tous les autres sommets atteignables à partir de x0. L'algorithme de Bellman qui ne s'applique qu'au graphe sans circuit est basé sur l'équation dite l'équation de Bellman, donc qui s'écrit de la façon suivante. Donc la quantité de pi de y est égale au minimum de pi de y et pi de x plus p de xy. P de xy, c'est quoi? C'est le poids de l'arc reliant x à y. X, c'est un prédécesseur de y. Donc, pour tous les prédécesseurs de y, donc on va déterminer le minimum entre l'ancienne valeur de pi de y et pi de x, c'est-à-dire en partant de l'un des successeurs de y vers y, en ajoutant le poids. Donc, où pi de x est le coût du chemin minimal allant du sommet x0 jusqu'au sommet x, et non pas y, hein, c'est pi de x ici. Et pi de x0, on le considère dans l'initialisation, si vous voulez, par convention, comme étant égal à 0. Donc pi de x0, qui est le sommet de départ, on va le prendre comme étant égal à 0. L'algorithme se base sur un graphe dont les sommets sont numérotés selon l'ordre topologique. Pourquoi, en fait, on a besoin de cet ordre topologique? C'est pour qu'on soit sûr que lorsqu'on veut calculer le pi relatif à un sommet, que le pi de tous ses prédécesseurs est déjà calculé. En fait, lorsqu'on respecte l'ordre topologique, on va se retrouver dans une situation où tous les sommets, quand on va essayer de calculer le pi qui leur est associé, le pi associé à leur prédécesseur est déjà calculé. C'est ça l'avantage. Donc, on va d'abord, pour appliquer l'algorithme de Bellman, donc on a besoin de faire un certain nombre d'étapes. La première étape, c'est de partitionner en niveaux les sommets. La deuxième étape, c'est de numéroter les sommets selon l'ordre topologique. Et la dernière étape, c'est de faire ce calcul des pi selon cet algorithme. Donc, l'algorithme de Bellman, donc pi de x0 est égal à 0. Et tous les autres sommets, on va initialiser pi de xi pour tout i différent de 0 à plus l'infini. Et à partir de là, pour i allant de 1 jusqu'à, on va dire n ou n-1 ici, hein, ça dépend, si on commence à partir de 0, donc en principe, on va aller jusqu'à n-1. Et pour tout xj appartenant au prédécesseur de xi, faire si pi de xi est supérieur à pi de xj plus pi de xi, alors pi de xi est égal à pi de xj plus p de xi. C'est-à-dire qu'en fait, si on a trouvé mieux, on fait la mise à jour. Et près de xi est égal à xj,
en fait, on va regarder l'historique pour savoir quel est exactement le sommet par lequel on est passé pour atteindre ce chemin en utilisant bien sûr le chemin de coût minimum. Voilà un peu comment il se fait, comment c'est, je trouve pas mes mots. Comment il est, sur quoi il est basé le principe, si vous voulez, de l'algorithme de Bellman. Donc, je disais, près de J correspond au sommet précédent de sommet I sur le plus court chemin allant de x0 à xi. La complexité de cet algorithme est de l'ordre de O n au carré. Là, vous avez deux boucles imbriquées, donc c'est quelque chose en n au carré. Donc, on est content en général quand on a un algorithme qui est polynomial, quelque chose de l'ordre comme ça de n au carré. Donc, on va essayer d'appliquer cet algorithme sur le graphe que nous avons ici. Alors, je vais essayer, vous avez une animation, c'est très bien. Donc, initialement, ici, ce que vous avez entre crochets, donc vous avez la première valeur, c'est le pi. Donc, on a initialisé pi de x0 à 0 et tous les autres à plus l'infini. Et le deuxième, là où vous avez un tiré, en fait, c'est le prédécesseur qui m'a permis d'obtenir le chemin de coût minimal pour atteindre le sommet en question. Donc, j'ai mis des tirés pour dire que c'est un ensemble vide, si vous voulez, c'est rien. Donc, initialement, donc on a dit pi de 0, pi de x0 est égal à 0, et les autres, c'est à plus l'infini. Donc, la prochaine étape, donc je vais prendre x1, n'est-ce pas? Je vais prendre x1. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il a des prédécesseurs? Il n'a pas de prédécesseur, donc il n'y aura aucune mise à jour qui va être faite pour x1. N'est-ce pas? Donc il restera à plus l'infini. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement parce qu'on ne peut pas atteindre x1 à partir de x0. C'est pour ça que x1, il restera, son pi va être égal à plus l'infini. Le prochain, c'est x2, n'est-ce pas? Ben voilà. Comment on est passé à x2? Quels sont les prédécesseurs de x2? Vous pouvez me donner, s'il vous plaît, le prédécesseur de x2? x0, monsieur. Il n'y a que x0. Et donc, quel est le chemin qui me permet d'aller de x0 à x1? C'est uniquement celui allant de x0 en passant par cet arc x0, x2. Donc, je passe par cet arc. Donc, je vais faire quoi? Je vais rajouter à pi de x0 plus 1 qui est là. Donc, ça me donne 1, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qui m'a été donné ici. Et j'ai dit que pour atteindre x2, je suis passé par x0 et le coût pour atteindre x2 est égal à 1. Donc, le prochain, c'est quoi? C'est x3, n'est-ce pas? Donc, après x2, x3. x3, qu'est-ce qu'il a comme prédécesseur? x0 et x2, monsieur. Exact. Donc, x0 et x2. Donc, qu'est-ce que je vais calculer? En fait, je vais calculer pi de x0 plus 5 et pi de x2 plus 3. D'accord? C'est l'algorithme qui nous dit ça. Donc, pi de xj plus p de xj, xi. Donc, pi, xj, c'est le prédécesseur de xi. Donc, c'est ce que j'ai ici. Donc, je vais prendre les prédécesseurs. Donc, je vais avoir pi de x0 plus 5. Donc, ça nous donne 0 plus 5, n'est-ce pas? Et pi de x2, pardon, qui est égal à 1, plus 3. Donc, ça me donne 4. Donc, je vais Monsieur, prendre le... Oui. J'ai pas compris comment on a obtenu le 5, le 3, le 6. Non, ça, c'est une donnée. Ça, on nous l'a donné. Oui, oui. Ça, ok, c'est merci, monsieur. les coûts associés aux arcs, c'est quelque chose que vous connaissez dans votre problème. C'est-à-dire que si vous êtes en train de déterminer, par exemple, le chemin le plus court pour aller de Babzoar au 1er mai, les longueurs entre les villes, ou entre les arrêts, ou entre les je sais pas quoi, vous devez les connaître.
les distances. Donc ça, vous les connaissez. D'accord? Oui, c'est plus clair maintenant. Très bien. Donc, je disais que c'est 1 plus 3 et 0 plus 5. Et donc, je prends le minimum. Bah, il est clair que 1 plus 3, c'est 4 et 0 plus 5, c'est 5. Donc, le minimum, ça va être 4. Donc, c'est ce qui m'a donné ici, 4. Et le 4, il a été obtenu grâce à quoi? En passant par x2, n'est-ce pas? Vous êtes là? Est-ce que tout le monde arrive à me suivre là? Oui, monsieur, 4, Donc, c'est c'est 1 pour plus ça, 3. c'est exact. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ici x2. C'est-à-dire que je suis passé par x2 pour atteindre x3. Vous voyez que ça a l'air d'être plus proche de passer par x0, mais étant donné que le coût il est plus fort, donc 1 plus 3, c'est moins que 5. Donc, le chemin le plus court ou de coût minimum allant de x0 à x3, c'est celui qui passe par x2. Après x3, je passe à x4. Bon, vous remarquez, en fait, j'ai oublié un détail, c'est que les sommets ici, je les ai numérotés selon l'ordre topologique. Hein. Je n'ai pas numéroté, je n'ai pas repris le numéro de tout à l'heure. Donc les sommets ici sont numérotés selon l'ordre topologique. Donc quand je passe à x4, quels sont les prédécesseurs de x4? Donc vous remarquez que x2, x3, j'ai déjà calculé leur pi. Donc c'est à ça que sert cette histoire d'ordre topologique. Donc je vais calculer. Donc, X1, le x1 n'est pas. Ah oui, vous avez raison. Oui, oui, tout à fait. Non, vous avez raison. Mais son coût a été calculé. Vous remarquez que c'est toujours rouge. Donc, vous avez 4 plus 4, ou bien 1 plus 6, ou bien plus l'infini plus 4. Donc, le minimum, ça va être, bien sûr, 1 plus 6. 1 plus 6 qui nous donne donc 7. Donc, effectivement, on a trouvé le 7. Et le minimum, il est venu du 2. Donc, ça veut dire que pour atteindre le sommet x4, je suis passé par x2. Après le 4, c'est le 5. Le 5, quels sont ses prédécesseurs? C'est 3 et 2. Donc, vous avez 4 plus 7 et 1 plus 5. Donc, le minimum, c'est 1 plus 5 qui nous donne 6. Et on trouve le 6. Et c'est toujours x2 qui est le point de passage. Après le 5, c'est le 6. Le 6, c'est les prédécesseurs, c'est 1, 4 et 5. Donc 1 plus 2, bah, plus l'infini plus 2, c'est plus l'infini. 7 plus 3, ça fait 10. Et 8 plus 6, c'est 14. Donc le minimum, c'est 7 plus 3 qui nous donne 10. X4. Donc 10. Donc, et cette fois-ci, on est passé par 4. Et le dernier, c'est x7. Donc x7, j'ai deux choix possibles, donc soit de x1, soit de x6. x5, comme c'est plus l'infini, donc je ne peux pas, plus l'infini plus 5, ça me donne plus l'infini. Et 10 plus 3, ça me donne 13, donc je trouverai 13. Et le prédécesseur, c'est x5. Donc vous voyez que pour atteindre x7, je suis passé par x6. Pour atteindre x6, je suis passé par x4. Pour atteindre x4, je suis passé par x2. Pour atteindre x2, je suis passé par x0. Et pour atteindre x0, bah, j'ai un tiré, ça veut dire que c'est le point de départ. Donc voilà, le chemin le plus court, par exemple, allant de x0 à x6, c'est ce que vous avez ici en vert. Et si vous devez déterminer le chemin le plus court allant de n'importe quel, plutôt de x0 vers n'importe quel sommet, vous n'avez qu'à suivre, en partant de la fin, le sommet que vous avez comme prédécesseur. C'est-à-dire que si je veux déterminer le sommet, plutôt le chemin qui va de x0 à x5, bah, de x5, je suis passé par x2, donc je me dis qu'il a fallu que je passe par x2. Et de x2, il a fallu que je passe par x0, donc je passe à x0. Donc le chemin pour aller de x0 à x5, c'est x0, x2, x5. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc voilà un peu comment on applique l'algorithme de Bellman. Donc c'est relativement facile.
c'est un calcul relativement récursif, c'est-à-dire que à chaque fois, on reprend ce qu'on a déjà calculé auparavant. Donc, si vous regardez l'équation, c'est une équation récursive. D'accord? Je suis content. Pour une fois, j'ai fait une animation. Sûrement. Très bien. Si vous n'avez pas de questions sur cet algorithme, il est quelle heure? Il est 4 heures. On peut aller vers l'algorithme de Dijkstra et peut-être qu'on va arrêter là. L'algorithme de Dijkstra permet de trouver le plus court chemin partant d'un sommet S vers tous les sommets dans un graphe, cette fois-ci pouvant contenir des circuits mais non absorbants. Ça veut dire quoi des circuits non absorbants? Ben, on va définir ici ce que c'est qu'un circuit absorbant. Ben, un circuit nu est dit absorbant si son poids est négatif. Ben, quand on dit son poids négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, j'accepte que les poids soient négatifs. Seulement, il ne faudrait pas que j'ai tout un circuit qui soit négatif. C'est-à-dire que dans un circuit, si j'ai des points négatifs, il faudrait que le total ne soit pas négatif. Si le total n'est pas négatif, je peux appliquer l'algorithme de Dijkstra. Dans l'algorithme de Bellman, on nous a dit tous les poids doivent être positifs. D'accord? Dans l'algorithme de Dijkstra, on nous dit on accepte qu'il y ait des circuits, on accepte qu'il y ait des poids négatifs, mais il faudrait que les circuits ne soient pas au total des poids négatifs. Donc le principe de calcul dans l'algorithme de Dijkstra consiste à déterminer en partant d'un sommet S et en prolongeant le chemin à chaque itération, à chaque étape, pour un sommet donné X, on ajuste les valeurs de pi de Y pour tout sommet Y appartenant à pi de plus de X, à gamma plus de X, donc successeur de X. On utilise l'ensemble T qui contiendra les sommets non encore traités. Donc, on va voir un peu cet algorithme, sur quel principe il est basé. Bon, principe, je l'ai déroulé. Donc, voilà comment il se déroule. Alors, comme tout à l'heure, donc, on va considérer pi de x0 est égal à 0. Ah oui, il n'y a pas nécessairement de numérotation particulière cette fois-ci. On peut numéroter les sommets comme on veut. Il n'est pas nécessaire de faire un ordre topologique ou quoi que ce soit, puisque le graphe peut contenir des circuits, donc l'ordre topologique peut ne pas exister. C'est-à-dire le partitionnement au niveau et l'ordre topologique peuvent ne pas exister. Donc ici, les sommets peuvent être numérotés n'importe comment. L'essentiel, c'est qu'il y a un sommet particulier qui s'appelle x0, qui est le sommet de départ. Donc celui-là, on va considérer que son pi, ou le pi qui lui est associé, est égal à 0. Et pour tous les autres, on va initialiser le pi de xi est égal à 0 pour tous les autres sommets. Et on considère un certain sommet, un ensemble, S égal à x, donc égal à tous les sommets. Donc, tant que S est différent de l'ensemble vide, choisir un sommet x de S tel que pi de x est égal au minimum des pi de y pour tous les y appartenant à S. Donc, on va choisir un sommet parmi les sommets de S qui a le poids associé ou le pi associé qui est le plus petit. Retirer x de S. Et ensuite, pour tous les sommets successeurs, cette fois-ci de x, cette fois-ci, regardez, on va faire un peu la même chose que l'équation de tout à l'heure. Si pi de y est supérieur à pi de x plus p de xy, alors pi de y est égal à pi de x. On va faire la mise à jour. C'est-à-dire que si l'ancien pi de y est supérieur, donc il n'est pas bon, il est mieux qu'on passe par x que de passer par autre chose. Alors on fait la mise à jour et on fait la mise à jour aussi de près de y comme tout à l'heure. Alors, pour mieux comprendre ça, alors, initialisation,
Donc, on a les sommés. Cette fois-ci, bon, c'est numéroté comme tout à l'heure, mais ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Donc, on a initialement, donc pi de x0 est égal à 0 et tous les autres à plus l'infini. D'accord? Donc, si je dois prendre le minimum, au début, S est égal à l'ensemble des sommés, donc tous les sommés. Donc, maintenant, si je dois prendre le minimum des pi, c'est lequel? Pi de x0, exact. Donc, je vais prendre pi de x0, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'on me dit ici? Donc, je vais prendre pour tous les successeurs et je vais faire la mise à jour. Alors, ça veut dire, c'est quoi les successeurs? Ben, les successeurs, c'est x3 et x2. Donc, je vais faire la mise à jour. Donc, ça veut dire que pi de x3 va être égal à pi de x0 plus 5 et pi de x2 va être égal à pi de x0 plus 1. N'est-ce pas? Ben, c'est ce qui va se passer. Donc, pour x3, pour x2, ça m'a donné 1 et pour x3, ça m'a donné 5. D'accord? Mais bien sûr, j'ai enlevé maintenant x0 de mon ensemble S. Donc, je dois chercher le minimum ici. Bon, c'est celui qui est souligné. C'est 1, n'est-ce pas? Donc, comme j'ai choisi ce x2 comme étant mon sommet, en quelque sorte, avec lequel je vais travailler, ben, je vais faire la mise à jour pour tous les successeurs encore. Donc, les successeurs, c'est quoi? C'est x3, x4, x5, n'est-ce pas? Donc, je vais regarder par rapport à x3, par exemple, c'est pi de x2 plus 3. Pi de x2, c'est combien? C'est 1. Plus 4. 3, ça me donne 4, exact. Donc, c'est 4. Donc, 1 plus 4, ça, est-ce que est-ce que pi de x3 était déjà supérieur à 4? Oui, Donc, 5. ça veut dire, exactement. Donc, c'est ce que je vais faire. Oui, Je vais monsieur. faire la mise à jour. Donc, On ici, fait vous la voyez, mise à jour. On fait la mise à jour. exactement. Euh, pi de x6, x4, c'était plus l'infini. Ça va être 1 plus 6, ça nous donne 7. Et x5, c'était plus 6. l'infini, ça devient 1 plus 5, ça nous donne 6. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, on a fait la mise à jour ici, c'est devenu 4, 7 ici et 6 ici. Et celui-là, vous voyez que j'ai mis un point pour ne plus le choisir. Donc, je choisis le minimum parmi les valeurs qu'il y a ici. Le minimum, c'est 4, qui correspond à x3. Donc, x3, je vais regarder par rapport à tous les postes. Oui, oui, on ne fait pas de mise à jour. Mais, bah oui, mais on a trouvé mieux, donc on va dire qu'on a trouvé mieux. Et si on avait trouvé égalité, par exemple, bah on peut, comme on peut, ne pas faire la mise à jour, si c'était égal. Oui, oui, j'ai compris. Dans l'algorithme, c'est écrit supérieur strictement. Mais dans la réalité, si vous trouvez l'égalité, bah, ça veut dire que vous avez un choix. Ça veut dire que les deux chemins me donneront le même coup. Voilà. Donc vous n'avez pas nécessairement besoin de faire la mise à jour. Mais c'est juste que vous avez un choix. C'est-à-dire, si imaginez que j'ai un 2 ici. Si 2 plus 3, ça me fait 5, et 5, ça me fait 5. Donc, ça veut dire que c'est pareil que je passe directement de x0 à x3 ou que je passe par x2. D'accord? Si c'était 2 ici, hein, bien sûr. Donc, je continue. Donc, je choisis le minimum, c'est 4, donc, qui correspond à x3. Donc, x3, donc les successeurs, c'est x4, x5. Donc, ça va être x3, pi de x3, c'est combien? C'est 4. Plus 4, ça me donne 8. Mais 8 n'est pas inférieur, 8 est supérieur, n'est pas inférieur à 7. Donc, on ne fera pas de mise à jour pour x4. D'accord? Et pour celui-là, c'était 1 plus 5, ça nous donne 6. Et 4 plus 7, ça nous donne 11. Donc, on ne fera pas de mise à jour aussi. D'accord?
Oui, monsieur. Donc on enlève donc ce sommet et on va choisir le minimum entre 6 et 7 et les plus l'infini. Donc c'est 7 qui correspond à x5. Donc de x5, quel est son successeur? C'est x6. x6, il était à plus l'infini. Donc on va faire la mise à jour. Ça va être 6, hein, c'est ce 6, plus 8, ça nous donne combien? 14. 14. Donc voilà, ça nous a donné 14. Donc je choisis le minimum entre 14 et 7 et plus l'infini, donc c'est 7, correspond à x4. x4, quels sont ses successeurs? C'est x6. 6. x6, il était à 14, et là j'ai 7 plus 3, ça me donne combien? 10, donc on fait la mise à jour. Voilà. Je choisis le 10. Donc, X6. 10 est plus infini, donc c'est x6. x6, il a que x7, donc ça me donne 10 plus 3, ça me donne 13. Et voilà, j'ai fini. D'accord? Voilà. Donc voilà un peu l'algorithme de Dijkstra. Donc celui-là, si vous avez remarqué, il part de la source et il essaye d'améliorer au fur et à mesure en utilisant les successeurs cette fois-ci et non pas les prédécesseurs. L'algorithme de Bellman, lui, il utilisait comme les sommets sont numérotés dans un certain ordre très favorable, il utilise plutôt les prédécesseurs. C'est bon? Donc l'algorithme de Dijkstra permet de trouver les chemins de coût minimum dans un graphe pouvant contenir des circuits et des points négatifs. Mais il faudrait bien sûr que les circuits ne soient pas négatifs, ne soient pas absorbants. La complexité de cet algorithme étant O de n au carré. Donc le dernier algorithme, c'est l'algorithme de Bellman. Donc on ne va pas le voir aujourd'hui, on le laisse pour la prochaine. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il me reste un petit quart d'heure. Donc, si vous êtes en forme, on peut continuer l'algorithme de Bellman. Mais c'est comme il est un petit peu compliqué par rapport aux deux autres. L'algorithme de Bellman, lui, il est basé sur un calcul matriciel. En principe, on devrait le voir. On va le voir en détail en TD, parce que donc permet de trouver les plus courts chemins partant d'un sommet S égal à x0 dans un graphe, même si celui-ci comporte des circuits et détecte la présence de circuits absorbés. Bien sûr, est-ce que vous pouvez me dire quel est le problème du circuit absorbant? Enfin, qu'est-ce que cela implique en fait l'existence d'un circuit absorbant? Vous êtes là? Oui, monsieur, on vous entend. Oui. En fait, le problème qui est posé lorsqu'on a un circuit absorbant, c'est que le problème n'admet plus de solution bornée. Parce que, en fait, le fait qu'il y ait un circuit absorbant, et nous, on cherche à minimiser. Je cherche le chemin de coût minimum. Or, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si je passe par un des sommets qui appartiennent à ce circuit absorbant, ça veut dire que si je passe par le circuit absorbant, le coût va diminuer encore. Si je passe 2 fois, il va diminuer encore 2 fois. Si je passe 3 fois, il va diminuer encore une 3e fois, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, le coût du poids du chemin minimal ne sera pas borné inférieurement. Donc j'aurai quelque chose qui va tendre vers moins l'infini. Parce qu'autant de fois je passe par le circuit absorbant, qui est de coût négatif,
autant je vais encore diminuer le coût de mon chemin. Et donc, mon problème n'a pas de solution bornée. C'est-à-dire que il faut comprendre un peu la problématique. Si je prends par exemple ce graphe, il n'y a pas de chemin qui relie x0 à x1. Donc je dirais qu'il n'y a pas de chemin de coût minimal aussi qui va relier x0 à x1. Mais le problème de chemin de coût minimal dans ce graphe, il est déterministe, ou il est faisable, ou il est décidable. C'est-à-dire que je sais que je peux atteindre, s'il existe un chemin, je peux le trouver. Par contre, si j'ai un circuit absorbant, ce qui va se passer, c'est que le chemin ne va pas être borné. C'est-à-dire que, imaginez que, par exemple, je sais pas, si j'avais cet arc, il était orienté dans ce sens, orienté dans le sens inverse, et que j'ai ici moins 6 ou moins 8, par exemple. Moins 8. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, à chaque fois, je fais 4 moins 8 plus 3, en fait, ça va me faire moins 1. Donc, si je passe 2 fois, ça va me faire moins 2. Si je passe 3 fois, ça va me faire moins 3. Si je fasse n fois, ça va me faire moins n. Bah, si je passe une infinité de fois, ça va me faire moins l'infini. Donc, si je passe de x0, je veux aller à x6, bah, il suffit que je passe une infinité de fois par ce circuit avant de passer à x6. Donc, le coût pour aller de x0 à x6 va être égal à moins l'infini. Donc, le circuit absorbant, il va rendre le coût non borné, inférieurement. Bien sûr, le problème se pose aussi dans le cas où je cherche le chemin de coût maximum. Si je cherche un chemin de coût maximum et que j'ai ici un circuit de coût positif, bah, le chemin il va être non borné supérieurement. Parce que si je cherche un circuit, ici que j'ai un circuit, bah, je cherche le maximum pour aller de x0 à x6. Bah, à chaque fois que je passe par ce circuit, je vais augmenter le coût de mon chemin. Et donc, moi, je suis favorable. Enfin, je cherche le coût de maximum. Mais comme à chaque fois que je passe, j'augmente, à chaque fois que je passe, j'augmente, bah, ça ne va pas être borné. Donc, si le circuit est positif dans le cas de la recherche de coût maximum, bah, le problème n'admet pas de solution. Si le circuit est négatif dans le cas de recherche d'un chemin de coût minimum, le problème aussi n'admet pas de solution bornée. Bon. Donc l'algorithme de Bellman, lui, par contre, il détecte les circuits absorbants. Donc, à chaque sommet X, on veut associer un chemin de point minimum, de point optimal, joignant la source S à X. L'algorithme consiste à calculer cette quantité dxk correspondant au plus court chemin entre S et X comportant au plus k arcs. C'est-à-dire qu'en fait, dx0 est égal à plus l'infini quel que soit x différent de s, et ds de 0 est égal à 0. Bon, qu'est-ce que ça veut dire 0? Ça veut dire que quel est le chemin de coût minimum qui va de S vers X en passant par 0 arc? Bah, pour aller de S à S, en passant par 0 arc, c'est très bien, c'est 0. Par contre, pour aller à n'importe quel autre sommet, bah, il faut passer au moins par un arc. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que c'est plus l'infini. D'accord? Et si je veux calculer donc dxk, bah, je peux dire que tout simplement que c'est le minimum entre dxk-1 et dyk-1 plus p de yx.
Alors, si j'ai déjà calculé le D à K-1, je peux déterminer le D à K pour n'importe quel autre sommet. Ça peut être, bien sûr, ça peut rester encore à plus l'infini, mais ça peut s'améliorer. Donc, l'algorithme de Bellman-Ford, ça va être donc l'initialisation ds0 est égal à 0 et dx0 est égal à plus l'infini pour tous les autres sommets différents de S. Et là, vous avez double boucle pour k allant de 1 à n-1 et pour chaque arc x, y, if, si dy est supérieur à dx plus p de xy, alors dy est égal à dx plus p de xy. Bon, bien sûr, on sauvegarde le prédécesseur qui nous a permis d'atteindre ce sommet, et c'est tout. Et pour chaque arc xy, si dy est supérieur à dx, alors plus p de y, p de xy, alors pourquoi ça n'a pas, le test n'a pas été... Alors afficher l'existence d'un circuit absorbant. Ah oui, c'est pas à l'intérieur de la boucle. Pas la même chose. Ici, c'est en dehors de la boucle. Donc, quand on aura terminé de faire la boucle, on va reboucler sur tous les arcs. Si dy est supérieur à dx plus p de xy, alors on peut dire qu'il y a un circuit absorbant et on peut quitter l'algorithme. Donc l'algorithme il est d'efficacité ou de complexité n puissance 3. Malgré qu'ici on a deux boucles, mais en réalité cette boucle elle parcourt tous les arcs et les arcs c'est quelque chose qui est en n au carré déjà. Donc c'est pour ça que en fait quand on parcourt tous les arcs on va parcourir en quelque sorte tous les couples de sommets. Donc c'est pour ça que c'est n au carré. Donc voilà. Donc, recherche d'un chemin de coût maximal. Bon, jusque-là, on a vu la recherche de chemin de coût minimal. Donc, on peut effectuer la recherche du coût du plus long chemin dans un graphe de deux manières. Donc, soit en adaptant les algorithmes en recherchant de recherche du plus court chemin. Donc, l'adaptation, c'est l'initialisation et la comparaison. Soit en remplaçant les poids de chaque arc par sa négation. C'est-à-dire les poids positifs, on les remplace par des poids négatifs. Enfin, on les multiplie par moins 1, quoi. Et les poids négatifs, on les multiplie par moins 1, ils deviennent positifs. Donc, soit j'adapte l'algorithme. Quand je dis j'adapte l'algorithme, ça veut dire que si je prends par exemple cet algorithme-là, donc au lieu d'initialiser à plus l'infini, j'initialise à moins l'infini. Et là où je compare par rapport à supérieur, je vais mettre inférieur, strictement inférieur. Et là où je mets min, je mets max. D'accord? Donc si je suis en train de faire la recherche du chemin de poids maximum, donc j'adapte mon algorithme. L'initialisation, bon, pour x égale à 0, je n'ai pas le choix. Mais pour plus l'infini, je suis obligé de mettre moins l'infini. Et pour le min, je vais mettre max. Et pour supérieur, je vais mettre inférieur. La même chose pour l'algorithme de Bellman. Donc, si je mets 0 ici, moins l'infini ici, et je change ici supérieur par inférieur. C'est tout. Donc, voilà un peu l'idée de recherche du chemin de coût maximum. Parce que les algorithmes que j'ai donnés tout à l'heure, c'est recherche de chemin de coût minimal. D'accord? Ici, comment adapter les algorithmes
pour faire la recherche du chemin de coût maximal. Donc j'ai dit il y a deux manières, deux approches. Soit j'adapte les algorithmes. Donc d'un coup on adapte les initialisations, les comparaisons, etc. Ou bien je remplace les poids. Chaque poids, je le remplace par sa négation. Et ça suffit. Quand je remplace les poids par leur négation, l'algorithme qui recherche le chemin de coût minimal, en fait, il va me chercher le chemin de coût maximal. Parce que j'ai remplacé les coûts par leur négation. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Ah bah oui, on va s'arrêter là, puisque j'ai terminé le chapitre, je suis content. Donc essayez, s'il vous plaît, faites un petit effort pour qu'on trouviez une séance, soit pour demain, bon, peut-être demain, vous me dites que c'est difficile, soit pour après-demain, de préférence la matinée, mais c'est aussi comme vous voulez. Sinon, on sera obligé de faire une séance samedi. Donc je vous laisse le choix de me proposer quelque chose.